Alors, bienvenue donc à notre émission GEC Roger sur Afrique 2050 Radio. Nous recevons aujourd'hui le docteur Nyaka Lagoke qui fait plaisir à la diaspora ivoirienne, fait de brillantes études, enseignant au niveau donc des États-Unis d'Amérique. Tout à l'heure, il va se présenter. Il participe déjà au débat dans plusieurs médias. Aujourd'hui, il est notre invité. Avec lui, nous allons faire un peu le tour de l'horizon, parler surtout de l'actualité sociopolitique de son pays, surtout politique, marquée par donc l'organisation de ces élections le 31 octobre. Nous allons avoir un peu le point de vue du docteur Lagoke. Et ensuite, nous parlerons de la résolution 1150 du Congrès des États-Unis d'Amérique sur la Côte d'Ivoire. Bonjour, docteur Lagoke, comment allez-vous? Bonjour, Roger. Merci pour l'opportunité. Voilà, merci. Pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vraiment vous présenter? Qui est monsieur docteur Lagoke? En une petite minute. Oui, bien sûr. Je suis ivoirien. Je vis aux États-Unis depuis une vingtaine d'années. Je suis enseignant, maître assistant à Lincoln University en histoire et en études panafricaines. Je suis panafricaniste. Il y a quelques années, on avait lancé le forum pour le réveil du panafricanisme. Et aujourd'hui, voilà, nous sommes en train de lancer un nouveau mouvement panafricain qui s'appelle Convention for Pan-Africanism and Progress, la Convention pour le panafricanisme et le progrès, qui a le même cycle que le mouvement politique que Kwame Nkrumah avait lancé en 1951 et avec lequel il a contribué à raviver le panafricanisme sur le continent africain. Donc, on s'inscrit dans cette logique et on adapte cette vision originelle de l'unité de l'Afrique aux exigences du XXIe siècle. Voilà. Et vous n'avez pas du tout oublié votre pays, la Côte d'Ivoire, bien sûr, puisque vous parlez toujours de ce pays, n'est-ce pas? Ah oui, non, bien sûr. Je suis analyste politique aussi. Et donc, voilà, quand on a l'occasion de contribuer, on le fait et on parle là où on peut. Est-ce que vous êtes préoccupé aujourd'hui par ce qui se passe dans votre pays? Oh, non, bien sûr, on est préoccupé. On est tous préoccupés parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire? Oui, et ça je l'ai déjà dit sur d'autres plateaux, depuis une trentaine d'années, la Côte d'Ivoire vit une crise politico-militaire depuis une trentaine d'années, avec trois leaders qu'on peut considérer comme étant les héritiers du Fou-Boigny. Il y a Henri Konan Bédié, Alassane Dramane Ouattara et Gbagbo Laurent. Et même si Gbagbo Laurent n'était pas membre du PDCIRDA, ou n'a pas été membre du PDCIRDA, donc il fait partie de ceux qui sont venus après au Houphouët-Boigny. Donc, à ce titre-là, on peut le mettre dans le groupe des héritiers du Houphouët-Boigny. Voilà. Et puis, voilà, donc la Côte d'Ivoire a été divisée autour de deux idéologies. La Charte du Nord, qui a été promue par Alassane Dramane Ouattara et l'ivoirité, et qui a été articulée par Henri Konan Bédié. Et quand Gbagbo est venu, que la question de la nationalité de Alassane Dramane Ouattara n'a pas pu être résolue, les partisans de ce dernier ont trouvé qu'il fallait avoir recours à la violence pour imposer sa candidature. Et quand en 2010-2011, on a trouvé que les deux candidats, chacun estimait qu'il avait gagné Gbagbo Ouattara, donc il y a eu recours à la violence et on a vu ce que ça a donné. Gbagbo en prison, sa femme en prison, les partisans du FPI en exil. Et puis Gbagbo est sorti victorieux de la prison de la CPI, mais les mêmes causes produisant les mêmes effets. Aujourd'hui, à l'occasion de cette élection, Henri Konan Bédié a sa candidature qui a été acceptée, mais la candidature de Gbagbo a été refusée, celle de Soro Guim a été refusée. C'est encore le spectre de l'exclusion, et donc on est en train de marcher tout droit encore vers une autre crise. Puisque vous dites les mêmes causes produisent pratiquement les mêmes effets, est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que la Côte d'Ivoire, la politique ivoirienne a besoin de sang neuf, d'une nouvelle génération? Ah oui, ça, je l'ai déjà dit. Moi, je n'ai pas de souci avec cela. Quand je l'ai dit une fois, les partisans de Gbagbo s'étaient énervés. Je crois que je l'ai même dit sur Afrique Média, que les trois grands, si les trois grands s'affrontaient encore, on allait se retrouver dans la même crise et dans une même crise. Maintenant, je ne dis pas que si le peuple est souverain, si les Ivoiriens estiment que il faut élire Henri Konan Bédié, qui a l'âge de 86 ans, encore que, tout à l'heure je vais parler de cela, ou encore que Gbagbo Laurent, qui a 75 ans, mais qui à un moment donné a été victime d'une injustice. Si les Ivoiriens estiment qu'il faut le remettre au pouvoir, moi, tout ce que je peux faire, je ne peux que constater. Mais le principe
de la relève générationnelle doit faire partie de la conception de la politique en Afrique. Et malheureusement, on ne voit pas cela. Des gens ont 55 ans, on pense qu'ils sont encore enfants. Des gens ont 60 ans, on pense qu'ils sont encore enfants. Il faut que cela cesse. On peut attaquer les Occidentaux, mais il faut que nous-mêmes, dans notre façon de voir les choses, il faut qu'on arrive à changer les choses. Et donc, ça a été mon discours. Maintenant, on ne décrète pas la relève générationnelle. Alors ça aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus dire, bon, les vieux partez. On ne décrète pas la relève générationnelle. Ceux qui sont plus jeunes, dans leur démarche politique, s'ils sont constants, s'ils sont des gens d'intégrité, s'ils ont une démarche politique structurée, et s'ils ont une vision qui vient pour transcender la vision des anciens, c'est comme cela que les Ivoiriens peuvent se retrouver en eux. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas seulement du côté des anciens, mais même les plus jeunes doivent être capables de montrer qu'ils peuvent aussi prendre la relève. Or, malheureusement, dans la classe politique ivoirienne, les plus jeunes n'ont pas été à la hauteur, et c'est pour cela que nous sommes encore en train de parler de Alassane Draman Ouattara, de Henri Konan Bédié et de Gbagbo Laurent. Mais comment vous, puisque on parle de relèvement de la classe politique, comment vous expliquez que la candidature de M. Kouadio Konabertin, jeune, 51 ans, suscite tant de débats? Que pensez-vous un peu de sa candidature? Non, c'est-à-dire que par rapport à cela, donc on a tout à l'heure, bon, j'ai parlé des trois grands. Henri Konan Bédié, Gbagbo Laurent et puis Alassane Draman Ouattara. Et donc, autour de ces trois leaders, donc, il y a une catégorie de personnes qui, de façon légitime, aspirent à être leurs successeurs. Dans le camp d'Henri Konan Bédié, on avait Billon, était une de ses personnalités, Thierry Tano, une de ses personnalités, même Tidiane Thiam, il y avait celui qui allait, le maire du plateau, qui est aussi Benjo, et puis Kakade. Et puis même, j'ai failli oublier, même Yasmina Ouigné. C'est ça. Voilà. Donc, quand on pense à la politique, ceux qui se dessinent, il y a aussi peut-être le maire de Cocody, mais ceux qui se dessinent, voici du côté du PDCI. Maintenant, du côté de Gbagbo Laurent, on a, en dehors de Gbagbo, naturellement, on a Simone Gbagbo, c'est ça la réalité, qui aspire à devenir présidente. On a Affi N'Guessa, même si dans le camp de Gbagbo-Rien, Affi N'Guessa ne fait plus partie du FPI, mais il fait partie de la grande famille du FPI. Et puis, on a Blé Goudé, leader du COGEP, et même s'il a son parti politique, il se réclame, c'est un pro-Gbagbo. Et puis, naturellement, le Kone Boubacar, et puis bien d'autres au sein du Front populaire ivoirien, ou bien dans la galaxie Front populaire ivoirien. Et du côté d'Alassane Draman Ouattara, nous avons Amadou Gon qui est parti, Ahmed Bakayoko, même, comment on appelle le gars de Beauville, Big Togo, et puis bien d'autres personnes. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, et quand on parle, il faut qu'on ait un débat franc et sincère. Moi, je l'ai déjà dit que si les opposants ne sont pas capables de renverser le rapport de force en leur avantage avant le 31 octobre, donc, ils sont, pour moi, je souhaite qu'ils aillent aux élections. Donc, quand je l'ai dit, les gens n'ont pas compris. Oh yeah, mais pourquoi il faut aller aux élections? J'ai dit, s'ils ne sont pas capables de renverser le rapport des forces, parce que je le souhaite et je le dis, je suis pour une révolution citoyenne en Côte d'Ivoire. Avant ce qui est arrivé au Burkina en 2014, ce qui est arrivé au Sénégal en 2012, ou bien ce qui est arrivé tout récemment au Mali en 2020, nous sommes dans une logique d'un processus de révolution citoyenne en Côte d'Ivoire. Donc voici ce à quoi j'aspire et ce que je veux voir. Mais pour cela, il ne faudrait pas qu'il y ait de vendetta contre les partisans de M. Alassane Draman Ouattara. Maintenant, on l'avait dit, les opposants ont mis du temps, et puis à un moment donné, apparemment, avant même que les leaders de l'opposition arrivent à s'organiser, la société civile s'est organisée et a lancé un mot d'ordre pour pouvoir mener des actions contre le troisième mandat d'Alassane Draman Ouattara. Et qu'il faut le dire, sur la base de ce que les partisans de Ouattara eux-mêmes ont dit, sur la base de ce que Bréou et de nos grands constitutionnels ont dit, M. Alassane Draman Ouattara ne peut pas être candidat encore en Côte d'Ivoire parce que sa candidature est illégitime, sa candidature est illégale et sa candidature va créer beaucoup plus de tensions en Côte d'Ivoire. Il y a déjà eu une trentaine de morts. Donc, dans ce décor,
oui, on aurait voulu une relève générationnelle. Mais ce que j'ai appris, entre autres, de Gbagbo, c'est qu'en politique, ce n'est pas de prendre une décision entre une bonne décision ou bien une mauvaise décision, ou bien entre comment on appelle là, le problème c'est de, ou bien le problème c'est de prendre une décision entre deux bonnes, on prend la meilleure, deux mauvaises, on prend la moins mauvaise. Ou encore, ce n'est pas la décision qu'on prend, mais c'est comment on la prend. Aujourd'hui, Kakabe, même si le principe de la participation aux élections, en principe, peut être acceptable, mais compte tenu des réalités sur le terrain et de la dynamique, de la révolution citoyenne qui est en cours, Kakabe s'est mis en porte-à-faux avec l'opinion générale. Et c'est pour cela qu'un certain nombre de personnes sont en train de dénoncer sa candidature. Donc, voilà ce que je peux dire pour répondre à cette question. Donc, je peux, comme on le dit, je n'ai pas les preuves ou les éléments pour dire que Kakabe a reçu de l'argent et c'est pour cela qu'il est en train de faire ceci. Mais sur la base de l'observation des réalités sur le terrain, c'est pour cela que sa candidature suscite autant de débats. Pourtant, il a bien été candidat déjà en 2015. Il a payé aussi sa caution contre M. Ouattara. Oui, bien sûr qu'il a été candidat déjà. Bon, c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que une des choses, et ça, bon, c'est comme les voix de Dieu sont insondables, une des choses que j'apprécie dans la conversation, c'est quoi? C'est-à-dire que moi, je ne suis pas contre les sujets tabous. C'est ça. Voilà. Je ne suis pas contre les sujets tabous. Même quand il y avait le débat sur Afi N'Guessan au FPI, je n'ai jamais dit, par exemple, que Afi N'Guessan, c'est un monsieur qui est vendu, il a été acheté. Afi N'Guessan, de façon légitime, Afi N'Guessan aspire à devenir président. Afi N'Guessan veut faire de la politique. Afi N'Guessan estime qu'après la génération de Gbagbo, ça doit être son tour. Maintenant, comment il a fait cela, c'est ça qui paraissait délictueux. Et c'est ça qui était devenu un élément de controverse. Donc, si Kakabe veut faire la politique en Côte d'Ivoire, qui va s'opposer à cela? Mais comment il fait cela, la politique? Et c'est là où je pense que si on avait peut-être été en contact et s'il était peut-être qu'il pouvait écouter, on lui aurait proposé notre démarche. Mais là, actuellement, donc, le décor qui se présente, c'est comme s'il fait le jeu ou le lit dans l'Assemblée nationale qui a besoin seulement d'un leader de l'opposition pour aller aux élections, même si la majorité estime que les conditions ne sont pas réunies, qu'il faut revoir les conditions. Oui, mais ça ne sera pas la première fois déjà. M. Laurent Gbagbo avait été candidat contre le président Houphouët en 90, hein, malgré l'alliance qu'il avait eue avec les partis d'opposition. M. Francis Vaudier avait déjà été candidat contre M. Henri Konabédié déjà en 1995, et voilà, c'est ça. Alors, ce n'est pas nouveau, ça. Hein, non, ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire que ce n'est pas nouveau. Et comme c'est vrai que on est tombé d'accord en Côte d'Ivoire que la mauvaise foi est la chose la mieux partagée en politique. Moi, dans ma démarche, j'essaie de ne pas faire ce que j'ai fait sur la base de la mauvaise foi. Oui, les conditions n'étaient pas réunies en 1990. Oui, les conditions n'étaient pas réunies en 1995, il y a eu le boycott actif. Oui, les conditions n'étaient pas réunies pour Alassane Dramane Ouattara en 2000 parce que sa candidature avait été rejetée. Et puis, en 2010, le pays était encore divisé et puis il y a eu l'élection. Donc, de ce point, par rapport à l'analyse, Kakabe peut avoir raison. Maintenant, c'est sa conclusion qui est mauvaise. Ce n'est pas parce que à chaque fois, les conditions n'ont pas été réunies aux élections que lui, il va partir. Parce que de quoi il s'agit? En 90, oui, les conditions n'étaient pas réunies, Gbagbo allait aux élections, et on sait ce que ça a mené au pays. Et en 95, il y a eu le boycott actif, qui, après, quelques instants plus tard, allait conduire au coup d'État. Et puis, il y a eu donc 2000, et les conditions n'étaient pas réunies, si on veut le dire, pour Alassane Ouattara et ses partisans, il y a eu l'élection, et on sait que c'est entré la guerre civile. Et aujourd'hui, oui, comment on appelle là? En 2010, les conditions n'étaient pas réunies et il y a eu encore un autre épisode beaucoup plus violent de la guerre en Côte d'Ivoire. En 2020, les conditions ne sont pas réunies, mais personne ne sait ce qui va arriver dans un mois ou dans 2 mois en Côte d'Ivoire. Et donc, si on veut suivre la logique de Kakabe, donc sur la base des patterns que lui-même il a observés, donc on peut anticiper, en tant que comment on dit en anglais, political scientist, on peut anticiper que sur la base de cette observation, que 2020,
comment on dit ça même là, comment on dit en anglais, c'est l'après, l'après 2020 ne va pas, si l'élection a lieu, ne va pas être du tout intéressant. Et c'est par rapport à cela que KKB, dans cette démarche-là, pourrait ne pas être dans une situation confortable. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Mais à partir de du 31 octobre ou peu avant, ce qui va arriver, il va être aussi comptable de ce qui va arriver que les anciens qu'il prétend remplacer en revendiquant de façon légitime ou là, le principe de la relève générationnelle. Vous avez parlé tout à l'heure de la dynamique de la révolution en Côte d'Ivoire. Est-ce que M. Kakabe n'est pas exclu de cette dynamique de la révolution? M. Afin Guessan, avant d'accorder ses violons avec M. Henri Konabedi, avait été clair. Dans cette dynamique, si nous ne sommes pas consultés, nous n'allons pas du tout prendre part. Et là, M. Kouadio Konabertin, jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas encore été réellement consulté. Alors, comment vous voyez un peu ça? En fait, ça, comment je vais répondre? Je comprends la logique de Kakabe, mais je ne suis pas d'accord. Et je vais dire pourquoi. Il y avait, juste pour éclairer les gens, il y avait eu un débat un jour entre un Howard Dean du Parti démocrate qui était le leader du Parti démocrate qui voulait être candidat. Et puis, donc, il faisait sa campagne et puis, à un moment donné, il était tellement fâché. C'est lui qui a fait certains témoignages que j'ai écoutés, que j'ai d'ailleurs aimé. Et donc, les gens appelaient et puis, bon, il était fatigué. Donc, à un moment donné, il a voulu abandonner sa campagne et il a voulu abandonner le Parti démocrate. Et puis, il a eu Al Gore au téléphone. C'est Howard Dean qui le dit, qu'il a parlé avec Al Gore, l'ancien vice-président de Clinton, qui voulait être candidat, mais qui a perdu devant George Bush, le fils. Et puis donc, pendant qu'il était en train de râler, énervé, qu'il parlait, il dit que Al Gore, elle a écouté et à la fin, Al Gore a dit, Howard, tu ne peux pas faire ce que tu dis que tu as envie de faire. Et en anglais, il a dit, it's not about you. It's about the Democratic Party and it's about the country. Et parfois, c'est ce que nos camarades politiciens oublient. Kakabe, on ne t'a pas respecté, il n'y a pas de souci. Si tu crois vraiment la logique de cette dynamique-là, toi-même, tu t'invites. Maintenant, laisse les autres maintenant dire que toi, là, on ne veut pas de toi. Mais comme tu dis, on ne m'a pas appelé. Et puis maintenant, c'est comme on ne m'a pas appelé, donc je vais aller de l'autre côté, ou bien je vais être candidat, donc je vais faire ma démarche solitaire. Tu te mets en porte-à-faux par rapport à une dynamique révolutionnaire, parce que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on est dans cette dynamique. Et Kakabe, à un moment donné, a contribué. C'est lui qui a eu le courage de parler de la réconciliation, je crois qu'il a rencontré Blé Goudier à la CPI. Donc, quand quelqu'un a fait toutes ces choses-là, et maintenant il estime que comme on ne l'a pas appelé, donc il a le droit d'être candidat de cette façon, donc je pense que ça aurait pu être fait autrement. C'est ce que je parlais plutôt associé. Ah, oui, j'ai compris. Il n'a pas été associé. Oui, c'est ça, il a dit, je l'ai suivi, je l'ai suivi tous. Il n'a pas été associé, mais il s'invite. Et maintenant, on laisse maintenant les autres dire que lui, là, on ne veut pas de lui. Mais justement, M. Kouadio Konabertin a été clair. Il dit, je ne sais pas ce qu'on nous propose. Qu'est-ce qu'on propose aux Ivoiriens? Oui, on ne m'a pas associé. Je ne sais pas ce qu'on propose. Alors, comment je peux me joindre certainement à ce mouvement? Je veux dire que s'il est de bonne foi et qu'il s'invite à la table de discussion, il peut susciter le débat, comme il a fait plusieurs fois dans beaucoup de cas d'ailleurs. Mais le fait de penser qu'on ne propose rien d'autre et que par rapport à ça, il peut aller aux élections, je suis en train de dire que c'est la façon dont il a pris la décision. C'est de ça que je suis en train de parler. Et en toute chose, ce n'est pas le quoi, mais c'est le comment, surtout en politique. Et c'est de ça que je suis en train de parler. Donc pour moi, je ne suis pas, ce que j'ai toujours fait dans ma démarche politique, je ne prends pas les raccourcis. Je ne vais pas venir dire que lui, là, c'est un traître, il a trahi, il a mangé, il a pris de l'argent. Ce n'est pas important. Tout ce que je cherche à faire sur la terre, c'est que je prie les divinités, les ancêtres, afin que moi, je sois un modèle d'intégrité. Et je ne passe pas mon temps à dire que telle personne a mauvaise morale. Je n'ai pas le temps pour ça. Donc, dans le cas de Kakabe, je ne suis même pas dans cette logique d'argent. Et je l'ai fait pour Afin Guessan. Aujourd'hui, des gens me disent, ah oui, Nyaka, tu avais eu raison par rapport à Afi. Afi, on ne peut pas venir dire qu'Afin Guessan est un homme qui est vendu, qui fait ça pour de l'argent. Afi a des ambitions. Et il estime qu'après Gbagbo, il faut que lui soit candidat. Comment il a fait là? C'est ça qui est mauvais. Gbagbo est tombé,
il est en prison et il estime que, bon, la bataille, par exemple, pour la libération de Gbagbo, il faut reléguer ça au second plan, mais que le plus important, c'est que, bon, lui, il arrive à subir ses ambitions politiques. Mais non. Et ça Une question, monsieur le docteur Nyaka. Est-ce qu'on ne peut pas quand même faire les deux en même temps? Comment? C'est-à-dire la dynamique de la révolution dont vous faites allusion en ce moment, et de l'autre côté, le plan B, M. Kwadwo Konan-Bertin maintient toujours sa candidature. C'est-à-dire, au cas où cette dynamique ne marche pas, on peut se rabattre sur Kakabe. Et au cas où la dynamique marche, peut-être Kakabe peut rejoindre le train en cours. Est-ce qu'on ne peut pas faire les deux? Alors, ça va, tu as regardé une de mes interviews sur Afrique Média parce que j'avais parlé de différents scénarios. Ah, d'accord, ok. Voilà, donc, sur l'interview sur Afrique Média, j'avais dit que les opposants devaient se parler et que les gens ne devaient pas avoir un plan unique et que les gens devaient avoir différents scénarios, On fait le plan 1, si ça ne marche pas, on fait le plan 2, si ça ne marche pas, on fait le plan 3, si ça ne marche pas, on fait le plan 4. De ce point de vue, oui, on peut dénoncer, prendre la rue, faire tout cela, mais en même temps, laisser une possibilité de se présenter aux élections. Mais quand je le disais, je ne disais pas ça pour Kakabe, je le disais pour Henri Konan-Bédié. Donc, je voulais que cela soit clair. Oui, c'est-à-dire que si les gens arrivent à se parler, ça, on peut se mettre d'accord. Mais malheureusement, on parle de Kakabe, mais malheureusement, si le PDC estime qu'ils peuvent aller aux élections, mais compte tenu du fait qu'aujourd'hui, les Gbagbo-riens sont dans une logique que si Gbagbo n'est pas candidat, que personne d'autre ne doit devenir président. Et que Soro estime que lui, là, il n'est pas candidat là. Et il n'y a pas élection. Soro Guillaume a déjà annoncé que c'est lui qui sera le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que pendant que l'on parle d'une dynamique de révolution citoyenne, l'expression que j'empruntais à Jean-Luc Mélenchon, on se rend compte qu'entre même les opposants, il y a un souci. Simon Gbagbo qui a fait une sortie contre Afi N'Guessan, Bleu Goudé qui certainement se sentant débordé sur le côté gauche par Soro Guillaume après ses dernières interviews, Bleu Goudé qui dénonce et Bédié et Amontano Marcel et Henri Konan-Bédié, et les partisans de Soro Guillaume sont sortis sur Bleu Goudé depuis 72 heures, l'accusant de tous les péchés d'Israël. Et donc, voici le décor dans lequel on est. Donc, ça veut dire qu'il n'y a même pas une véritable conversation entre les opposants. Donc, vous comprenez un peu l'articulation de M. Kwadwo Konan-Bertin qui dit « je les connais » pratiquement. Je dis quoi? Je dis, vous comprenez aujourd'hui la position de M. Kwadwo Konan-Bertin qui dit « je les connais ». Et pour moi, ils n'ont pratiquement rien encore à proposer, donc aux Ivoiriens, puisque c'est pratiquement les mêmes choses. Non, et maintenant, un des problèmes avec la classe politique ivoirienne, c'est que, chacun pense que c'est lui seul qui est bon et que les autres ne sont pas bons. C'est ça. Donc, parce que Kakabe les connaît là, c'est comme eux aussi, eux aussi connaissent Kakabe. Effectivement, ils se connaissent entre eux tous, mais comme je le disais tout à l'heure, dans la démarche politique, moi je le dis parce que je ne suis pas à côté d'eux. Et si j'avais été à côté d'eux, c'est ce que j'aurais fait, c'est ce que j'aurais proposé. Mais je ne suis pas à côté d'eux. Je suis un homme politique, un analyste politique indépendant. Je soutiens la cause de la lutte et pour la souveraineté politique en Côte d'Ivoire. Je me suis battu pour la libération de Gbagbo Laurent. On s'est battu contre la CPI. Je veux la souveraineté politique et économique de mon pays. Je veux que la Côte d'Ivoire soit le pays qui va porter la nouvelle dispensation du panafricanisme qui s'appuie sur la philosophie Ubuntu. Maintenant, on peut proposer des choses et puis les gens peuvent ne pas prendre en compte. Donc, moi aussi, personne ne m'associe. Mais pourtant, vous êtes invité vous-même. Personne ne m'associe. Mais comme je veux me laisser guider par l'esprit de l'histoire et que je veux être du côté de l'histoire et que c'est ce que Dieu a permis que je fasse, donc même quand Gbagbo Laurent était au pouvoir et que ses partisans estimaient qu'ils ne devaient pas me mettre dans leur système, j'ai mené mon combat en les critiquant et quand ils avaient besoin d'être défendus, je les ai défendus. Effectivement. Aux personnes. Alors, M. Nyaka, vous êtes très occupé, vous êtes très, j'allais dire, écouté. Alors, demandez à M. Henri Konan-Bédié de recevoir M. Kwadwo Konan-Bertin comme il l'a fait pour Afi N'Guessan et peut-être que les choses vont avancer. Hein? Est-ce que moi, dans leur jargon, moi, je suis qui? Moi, qui m'écoute? Je parle. Pour ceux qui m'écoutent, c'est vous, c'est les Jacques Roger, c'est les médias, c'est les citoyens ordinaires qui m'écoutent. Mais ils vous écoutent parce que je vois vos lives vont jusqu'à 50 000, 100 000 personnes. Donc, ils vous écoutent. Les hommes politiques là ne m'écoutent pas. Ce n'est pas les hommes politiques. D'accord. Alors. Mais ce qui est sûr, de toute façon, d'après les Américains, on est serious notes. Pour moi,
nous sommes en train de traverser des moments assez critiques. Et puis, si on estime que il faut faire l'union, donc ceux qui parlent de l'union doivent être eux-mêmes les symboles de cette union-là. Et donc, c'est le principe. Maintenant, Kakabe peut décider de faire sa démarche solitaire, mais je pense que les hommes politiques, que ce soit le président Bédié ou tout ça, voilà, les gens devraient avoir... Mais monsieur Niaka, est-ce que la politique ivoirienne, ce n'est pas un éternel recommencement? Aujourd'hui, les victimes sont présentées comme des bourreaux sont présentés comme des victimes. Quand je vois aujourd'hui les partisans de M. Soro Guillaume traiter M. Kakabe, qui a longtemps combattu M. Ouattara, des caniches, Blé Goudé, qui a longtemps combattu M. Ouattara, traité aussi des caniches, et M. Soro Guillaume, qui s'est battu, qui a pris les armes pour que M. Ouattara soit au pouvoir, aujourd'hui est présenté comme un opposant, le plus grand opposant. Non, Qu'est-ce que cela vous fait? Mais qui présente Soro comme le plus grand opposant? Bon, les partisans le présentent aujourd'hui. Non, Soro veut revendiquer le titre de leader de l'opposition. De l'opposition, effectivement. Voilà, il veut revendiquer, c'est une aspiration. Et il n'y est pas encore. Mais il est rentré, hein, puisqu'il a fallu que Soro parle pour que toute l'opposition suive, en guillemets. Non, c'est bon, comme je disais tout à l'heure, que les voix de Dieu sont insondables. Avant de continuer, je te remercie pour cette interview. Je ne m'attendais pas à cette interview, mais cela va me permettre de rectifier ce genre de choses. Allez-y. C'est-à-dire que, et tu as raison, c'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, voilà le problème. La malice et la mauvaise foi sont devenus les deux piliers de la politique en Côte d'Ivoire depuis un bon moment, depuis des années. Et le deuxième élément, en Côte d'Ivoire, les gens estiment que quand il y a eu la crise, il n'y avait pas de bourreau en Côte d'Ivoire. Et tout le monde était devenu victime. Et donc, ceux qui ont pris les armes, sur la base d'une fausse raison, estiment qu'ils sont justifiés par rapport à ce qu'ils font. Ceux qui estimaient qu'ils pouvaient concevoir des systèmes politiques qui pouvaient amener la division, estiment que ce qu'ils faisaient là, ils avaient raison de faire ce qu'ils faisaient. Et donc, voilà, c'est dans ce décor que nous sommes. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on veut que Alassane Ouattara quitte le pouvoir que subitement, que les gens comme Soro Guillaume vont être présentés comme des gens qui sont immaculés. Et quand j'ai eu le privilège d'intervenir sur Afrique Média, donc je l'ai dit ce jour-là dans cette émission, que quand Soro Guillaume se sent agacé, qu'il demande pardon, et puis depuis là, les gens ne lui accordent pas le pardon, mais parce que les gens voient une dose d'insincérité en lui, et les gens voient qu'il ne sait pas ce que c'est que l'esprit de contrition. Et donc, après son émission, partout, les gens se sont occupés de Soro Guillaume. Je l'ai dit sur le plateau à son porte-parole et à Luc Michel, qui fait sa propagande sur Afrique Média et ailleurs, qu'ils ont encore du boulot à faire. Donc, Soro Guillaume n'est pas le leader de l'opposition. Si c'est Henri Konan Bédié qui a été président, c'est autour d'Henri Konan Bédié que cette plateforme a été organisée. Si c'était Soro Guillaume seul, je peux vous le dire, le Front populaire, la branche Front populaire ou le groupe de ceux qui croient en Gbagbo ne se serait jamais associé à Soro Guillaume. Ça, c'est la première des choses. Donc maintenant, je ne dirais même pas que c'est de bonne guerre, mais comme en Côte d'Ivoire, on estime qu'il faut liquider il faut se liquider. Donc, pendant que les gens sont en train de parler de renverser M. Ouattara, les opposants sont en train de chercher à savoir comment ils vont se tacler. Tout à l'heure, je parlais de Soro, de Blé Goudé, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est dans cette logique qu'ils sont. Alors, oui, on a dans un éternel recommencement en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent a mené un combat noble avec ses faux pas, mais il a mené un combat noble. Mais malgré cela, en Côte d'Ivoire, là, nous sommes dans un éternel recommencement. Avec Gbagbo, Bédié et Alassane, et avec leurs héritiers directs, KKB, Blé Goudé et Soro Guillaume, qui eux ont hérité plus des défauts des leaders que de leur qualité, et donc qui aspirent demain à diriger la Côte d'Ivoire. Voici une des difficultés du destin politique ivoirien. Voilà, merci beaucoup, Dr Niaka Lagoké. Notre émission tire à sa fin avec la dernière question concernant la résolution
1150 du Congrès des États-Unis d'Amérique, qui exhorte donc le gouvernement ivoirien et les dirigeants de l'opposition et tous les citoyens à respecter donc les principes démocratiques, à s'abstenir de toute violence et à organiser donc des élections libres, équitables, transparentes et pacifiques en octobre 2020. Qu'est-ce qu'on peut dire réellement? Qu'est-ce qu'on peut tirer? Qu'est-ce que l'Ivoirien doit comprendre de cette résolution? Bon, que ce soit avec la résolution du Congrès américain ou bien que ce soit avec la déclaration du porte-parole des Nations Unies ou encore la mission de la CEDEAO de l'Union africaine en Côte d'Ivoire, le discours est le même. Monsieur, c'est pour cela que des gens comme Kakabe devraient relativiser leur discours et leur démarche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'en Côte d'Ivoire, les élections ne sont pas inclusives et qu'il n'y a pas la participation de tous et qu'il y a il y a un délit de manque de transparence sur les élections en Côte d'Ivoire. Et donc, toutes ces institutions et toutes ces personnalités, ces personnes morales et même les personnes physiques, elles toutes sont en train d'exhorter M. Alassane Draman Ouattara, qui est le président de la République de Côte d'Ivoire jusqu'au 31 octobre, jusqu'à preuve du contraire. C'est à lui qu'incombe le pouvoir de décider et c'est sa décision qui nous amène soit dans une crise ivoirienne, dans un autre épisode de la crise ivoirienne, ou bien qui va amener la Côte d'Ivoire, qui va faire qu'on va éviter une autre crise ivoirienne politique préélectorale, alors qu'on sait que si l'élection a effectivement eu lieu et que si le président Bédié décidait au dernier moment d'aller aux élections, c'est sûr que cela va entraîner une autre crise post-électorale. Et donc, voilà ce que je peux dire par rapport à cela. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Nyaka Lagoke. Vous aimez très bien la Côte d'Ivoire. Votre mot d'espoir pour toute cette diaspora et surtout la population ivoirienne qui nous écoute en ce moment. Votre mot d'espoir. Bon, moi, ce que je voulais dire, donc, j'ai eu le privilège, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir été guidé par l'esprit de l'histoire. Et donc, jeune, j'étais parmi ceux, les leaders, ça c'est peut-être une autre histoire qu'on écrirait un jour, les jeunes qui ont organisé la résistance à l'université et il y a eu le multipartisme. J'ai travaillé avec Gbagbo Laurent un an plus tard dans son journal pendant 4 ans. Et quand il y a eu les dissensions, j'ai continué à travailler dans le journal par rapport à la démocratie, dans d'autres journaux indépendants, notamment Le Populaire et le journal Le Jour. Et donc, cela m'a permis de comprendre un certain nombre de choses parce que j'ai côtoyé des aînés, des gens qui ont été associés au pouvoir, et j'ai vu que la Côte d'Ivoire était une terre assez spéciale. Et donc, de quoi il s'agit? Et je l'ai déjà dit dans plusieurs choses. On doit un jour arriver à avoir un véritable débat sur qui est ivoirien et qui n'est pas ivoirien et c'est quoi la nation ivoirienne. Quand on a posé ces questions, on va commencer à avoir une idée de ce que j'appelle le devoir de responsabilité de la Côte d'Ivoire. C'est une nation qui est le microcosme des États-Unis d'Afrique. La Côte d'Ivoire est une nation multiculturelle et multiraciale, multiethnique. Et donc, tous les discours de division, comme l'ivoirité ou la charte du Nord, ne peuvent pas prospérer d'avec l'âme de notre pays. Et c'est pour cela que, si il est possible, ceux qui m'écoutent, et voici le discours que je voudrais donner plus à ce discours aux Ivoiriens que celui que tu m'avais demandé par rapport à Bédié, c'est que les Ivoiriens doivent comprendre que nous avons un devoir assez particulier par rapport au destin de l'Afrique. Et par rapport à cela, on doit trouver le temps, quand on aura fini de passer par les dernières difficultés et que la révolution citoyenne va certainement réussir et qu'on va dépasser le cas d'Alassane Draman Ouattara, il faudrait qu'on arrive dans l'esprit de pardon, de tolérance, d'amour, pas de vengeance, qu'on arrive à définir les fondamentaux de notre nation, de la nation ivoirienne, afin qu'on puisse faire des choses assez exceptionnelles. Rapidement, le syndicat agricole africain qui devait mobiliser les paysans africains. Ça a été fait par qui? Par un Ivoirien. Même si on parle du Faux-Boigné, qu'à un moment donné, il a attaqué, il s'est opposé à l'idéal panafricain, mais en 1944, là, c'est au fouet.
le Rassemblement démocratique africain qui devait mobiliser la plupart des leaders politiques, les syndicalistes, tous ça, les hommes, les jeunes et les femmes là. Mais qui a été le leader? C'est Félix Houphouët-Boigny. Même quand Houphouët-Boigny s'est arrêté dans la logique de la loi 4 en 1956 et qu'on l'a accusé d'avoir balkanisé l'Afrique, mais c'est encore un rôle, même si c'était négatif, c'est encore l'impact de la Côte d'Ivoire. Et puis on continue. En 1990, quand on parle de la Côte d'Ivoire, voilà ce qu'il faut voir. En 90, là, quand Mandela a été libéré le 11 février 1990, c'est le 19 février que à Yopougon, les étudiants se sont levés. Et cette grève-là, c'est ça qui a ouvert le processus de la démocratisation de l'Afrique dans les années 90, avant même que les gens n'organisent les conférences nationales. C'était cette même Côte d'Ivoire, là, avec Gbagbo, le combat nationaliste de Gbagbo, malgré ses faux pas aujourd'hui, là, qui a contribué à galvaniser l'idéal panafricain au point que les Camerounais, les Togolais, les Péruviens, tous ces gens se sont mobilisés pour dire non, que l'emprisonnement de Gbagbo là, nous rappelle ce qui arrive à Nkrumah, à Sankara, à Lumumba, à tous ces gens-là. Donc quand on vient d'un tel pays, à un moment donné, on se dit qu'on a un impact assez particulier sur le destin de l'Afrique et le destin du monde. Et c'est ce message que je cherche à partager avec les Ivoiriens. Et je voudrais que si on a compris cela, alors tout ce qu'on fait là, on doit se garder de mettre son ego et ses ambitions personnelles au-dessus de l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et donc voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Jacques. Vous avez parfaitement raison. Merci beaucoup, Dr Nyaka. Et surtout, portez-vous bien. Au revoir. Merci beaucoup, Jacques.